La silhouette de ce géant d'acier, dont le nom évoque la diligence de l'insecte laborieux, s'inscrit dans l'horizon de la cité du Ponant comme un rempart contre l'imprévisibilité des flots. L'histoire de cette lignée de navires, destinée à la protection des côtes armoricaines, trouve sa source dans les larmes d'une marée noire ancienne, celle qui souilla les grèves du Léon à la fin des années 70. De ce traumatisme écologique, naquit une volonté souveraine, celle de ne plus laisser le hasard commander au destin des rivages. Le navire, posté en veille permanente au cœur de la rade, agit comme une sentinelle dont la force réside dans une puissance motrice herculéenne. Sa capacité de traction, mesurée en centaines de tonnes, permet de dompter les navires de commerce les plus massifs lorsque ceux-ci, privés de gouvernail ou de propulsion, dérivent dangereusement vers les récifs. Cette force brute est pourtant servie par une précision horlogère, grâce à des systèmes de positionnement qui maintiennent la coque immobile au milieu des déferlantes. À bord, la vie de l'équipage est régie par une discipline qui confine au sacerdoce. Ces marins, formés dans les plus hautes écoles de la marine marchande, acceptent un rythme de veille éprouvant, où le calme des séjours a qu'est peut-être rompu à chaque instant par l'appel du large. Dès que la brise se mue en tempête et que les vents s'emballent, le navire quitte son havre pour gagner les eaux tumultueuses de l'île d'Ouessant. Là, dans le fracas des vagues, l'existence devient une lutte contre les éléments, où chaque geste, chaque déplacement dans les coursives requiert une attention de tous les instants. Le passage de la remorque, ce lien d'acier qui doit unir le sauveteur au navire en détresse, demeure l'acte le plus périlleux de cette profession. Sous des cieux de plomb, alors que le pont est balayé par les embruns, les hommes doivent faire preuve d'un sang-froid imperturbable pour manipuler des câbles de métal d'un poids écrasant. C'est en ce point précis que la technologie s'efface devant la bravoure, et que le destin d'un équipage ou la propreté d'une plage repose sur la précision d'un tir de lance-amarre. L'évolution de cette flotte, désormais intégrée à des structures internationales, n'a rien enlevé à sa dimension symbolique. Pour les habitants du littoral, ce navire est bien plus qu'un simple outil industriel, il est un emblème de rassurance, une figure tutélaire dont l'absence au port signifie que le danger rôde. Les anciens officiers, qui connurent des bâtiments moins sophistiqués et plus bruyants, observent avec un respect mêlé de mélancolie ces nouvelles unités dotées de tout le confort moderne. Ils savent que, malgré les écrans tactiles et l'insonorisation des cabines, le visage de la mer reste identique, capricieux et redoutable. Commander une telle unité exige une expérience forgée par des années de navigation sur toutes les mers du globe. Le capitaine n'est pas seulement un technicien de haut vol, il est un juge de paix capable de prendre des décisions cruciales en quelques secondes, alors que des intérêts financiers et écologiques immenses pèsent sur ses épaules. Le mécanicien, quant à lui, veille sur les entrailles de la machine avec une vigilance quasi religieuse, car le moindre silence du moteur dans la tempête signerait l'échec de la mission. Cette aventure maritime, jalonnée de succès retentissants et d'heures de veille silencieuse, demeure le témoin de la ténacité humaine face à l'immensité océanique. Elle rappelle que, si l'homme cherche à conquérir les espaces marins par des navires toujours plus gigantesques, il doit impérativement disposer, à la pointe de la Bretagne, d'un gardien capable de corriger ses erreurs de navigation ou les défaillances de sa technique.